Radio X. OK. Bon, tout le monde va bien, yes, on est de bonne humeur. Mon ami JC est à la console de Radio X. En avant de lui, il y a mon ami Jerry. On a Mr. White ailleurs, dans un autre endroit. On est dans le... Je vous dirais, on est dans l'ère du temps en 2021. Les gens sont tout partout. Donc, Mr. White est dans sa boîte, quelque part, en train de concocter. C'est quoi déjà le mercredi? Le mercredi, c'est pas le mercredi gras, là. Non, c'est le mardi gras. Là, j'ai vu le méga mercredi. Mais j'ai l'impression c'est le méga mercredi. Okay. C'est le méga mercredi. Donc, on est dans le méga mercredi. JC, t'es de bonne humeur, oui? Bon, écoute, jaser d'acompte provisionnel avant le show, c'est pas l'idéal, mais ça va. On va s'en sortir. Ça, c'est plate, hein? Toutes ces affaires-là, hein? Et le comptable, il me parle, puis je dis là, c'est parce qu'à coût de 7-8 000, un moment donné, ils vont me devoir de l'argent. J'ai été fermé 3 mois, je vois le vert. Oui! Fais-moi laissez-nous tranquille avec les acomptes provisionnels pour un bout, je vois le vert. Les business sont fermés, Simonac. Incroyable. Ils sont incroyables. Hein? La machine a faim. Hein? Ah, ça pompe, et ça arrête pas pantoute. Ça arrête pas pantoute. Regarde, good luck à tous ceux qui sont pognés avec les mêmes histoires et qui ont des entreprises... avec toutes sortes d'histoires qui stressent tout le monde. Ça stresse tout le monde. Puis, il y a une chose que... tu sais, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, c'est pas tout le monde qui a une business. En fait, c'est une minorité de gens. C'est quoi? C'est 5%, 10%, mettons 6-7, max. Mais les autres ont de la misère, et surtout dans un contexte québécois où... l'État est omniprésent, qu'on a quasiment 1 million d'employés qui sont reliés à l'État, plus quasiment le même nombre de retraités. Donc, quand on parle de ça, c'est un peu parlant en chinois. Mais quand tu sais, des fois, les gens disent « Ouais, ben là, eux autres, tu penses à leurs affaires. » Pour les gens qui sont en affaires, vous n'avez pas idée. Oui, il faut sauver le derrière. Oui, on veut protéger la bouffe sur la table de nos enfants. Mais dans la famille, puis peu importe la grosseur de votre entreprise, en fait, plus les gens viennent riches, plus les gens sont philanthropes, plus ils ont à cœur un paquet d'affaires qu'ils pensaient pas quand ils étaient plus jeunes. Mais une des choses qu'ils ont à cœur, quand il arrive tout ce stress économique de, bon, là, on est dans la marge de crédit, on a ci, on essaie d'avoir la subvention des emplois. La chose à laquelle ils pensent le plus, c'est la famille des employés. Parce que ça devient une famille. Même si vous avez 60 employés, ils deviennent votre famille. Vous avez une responsabilité en tant que propriétaire de business. Puis ça vient pas, c'est pas écrit nulle part, là. Il y a personne qui vous dit, à partir de maintenant, t'es comme responsable de plein de familles, puis c'est toi qui amènes avec les décisions que tu vas prendre, la sécurité pour amener de la bouffe sur la table des enfants, des gens qui travaillent pour toi. C'est pas marqué nulle part, c'est pas enseigné nulle part, mais ça le devient. Ça rentre dans toi. Et souvent même que dans nos décisions, on va penser beaucoup plus à l'impact sur nos employés parce que c'est le cœur. Tu sais, les employés sont pas là. T'as bien beau avoir la meilleure idée, t'as bien beau avoir le meilleur financement pour partir ton projet. Si t'as pas des humains qui te donnent un coup de main puis qui te donnent tout ce qu'ils ont pour t'aider à réaliser ton entreprise, il y aura rien. Donc, c'est vraiment... Il y a pas d'autre mot. C'est une famille. Et moi, je parle à des entrepreneurs, je parle à des gens qui l'ont dur depuis quelque temps, avaient réussi à se remonter un peu au cours de l'été, avaient réussi, et c'est ça qui les stresse. Bon, il y a pas tous les employés ont réussi à se replacer ailleurs. Il y en a qui attendent le retour, on a coupé, mettons, 20% des employés. Bon, ils attendent que... Ouais, tu m'avais dit la semaine passée. Ouais, mais là, pour l'instant, regarde, le gouvernement change pas ses affaires, on est obligé de... Et ce stress-là pèse très lourd sur les épaules de gens comme toi, tu sais, des petites PME, des grandes PME, peu importe la grosseur. Il y a ce stress-là qui s'installe. Regarde, moi, là, à toutes les fois que j'ai eu à mettre quelqu'un dehors depuis que j'ai starté ça, c'était des bonnes raisons. Il y en a qui nous ont volé. Il y en a, ça, j'ai aucune pitié. C'était comme, regarde, ramasse tes patentes, la porte est là, donne-moi ton polo, merci, bonsoir, bonne année. Mais là, cette année, j'ai vécu de quoi d'extraordinaire, parce que quand t'as des bons employés, t'es mets pas dehors, normalement, là. Mais moi, toi, tu l'as vécu comme employeur et tu l'as vécu comme employé. Oui, là. les deux d'une shot en même temps, là, tu sais. Mais moi, cette année, tu vois, je parle même pas de moi. C'est drôle, hein, je pensais même pas à mon cas personnel. Mais en tant qu'entrepreneur, moi, cette année, c'est arrivé 2 fois là, que j'ai dit à mes employés qui sont bons, là, je veux pas les perdre. Là. Désolé, vous êtes dehors. Allez-vous au chômage. Ouais. Fait que j'ai mis 4 personnes dehors 2 fois. D'emploi coupé, là.
Puis là, il me dit, maintenant, ouais, il y en a un qui m'a appelé, il y aurait peut-être de la job. Je peux pas y en vouloir, le gars, il veut vivre. Il veut payer son appart avec sa blonde, il veut, tu fais vivre des foyers, là. Allez-y, qu'est-ce que je te dis? Le pire, c'est que ces bons employés-là, quand tu vas être capable de retourner à une vie plus normale, si jamais tu as la liquidité pour te rendre, tu vas avoir de la misère à en rappeler parce qu'il y en a qui vont avoir changé de domaine. Ben oui. Il y en a qui vont même avoir été volés par le gouvernement lui-même. Oui. Le gouvernement qui va ramasser les employés qu'il met lui-même appuyés par des mesures qui sont excessives, embrassées par beaucoup trop de Québécois. Les Québécois, j'adore le texte ce matin de Christian Dufour. Christian Dufour! Sorti du four. Sorti du four. Il est excellent, Christian Dufour. Écoute, Jeff. Mais oui, monsieur sûr. C'est ça, c'est comme ça. Monsieur comme ça. Mais écoute, depuis le début de la pandémie, il y a bien des sujets sur lesquels Christian Dufault, quand il était beaucoup avec Dom, avec lesquels moi j'ai pas de lien. Tu sais, j'ai pas toutes les mêmes valeurs que Monsieur Dufault sur un paquet d'affaires. Je suis pas nationaliste comme lui, mais tu sais, il y a plusieurs points où on l'était. Et depuis le début de la COVID, je sais avec qui. Tu sais, je vais même prendre Mathieu Bock-Côté. Même s'il y a plein de points secondaires où on n'est pas d'accord, quand on est d'accord sur des choses essentielles, comme la liberté, comme toutes ces choses-là qui nous sont enlevées graduellement depuis le début de cette crise-là, je pense qu'il faut s'en rappeler par après, mais que ça soit fini. Il faut se rappeler que ces gens-là étaient des défenseurs des valeurs les plus importantes de notre société, ridiculisés par beaucoup trop de monde. Mais Christian Dufour, c'est un défenseur de la liberté. Mais pourquoi il peut défendre? Moi, je suis pas dans le même contexte que lui. Moi, en faire ce que je fais là, je vous cache pas qu'il y a eu de la pression. Là. Il y a eu de la pression politique, puis nos employeurs sont excellents. Les propriétaires de Radio X sont excellents parce qu'il aurait pu dire, regarde, Filion et Moret, c'est fini. Filion et Moret, c'est fini parce que nous, on va avoir l'argent que le gouvernement nous donne. Puis si on met Filion et Moret dehors, on va la revoir. Donc, ils se sont fait couper cet argent-là parce on challenge le gouvernement, pas parce qu'on demande aux gens d'être indisciplinés, au contraire. Quand on vous a raconté ça, c'était de la grosse bullshit. Mais parce qu'on challenge les décisions un peu bric-à-brac du gouvernement depuis le début. Là, on est rendu dans les vaccins, on manque de seringues. Là, on sait plus trop comment ça va aller pour la vaccination massive. On va manquer de monde. En fait, tout ce qu'on touche, c'est le constat d'une société qui est complètement désorganisée de A à Z. Complètement désorganisée. C'est triste, mais ce qui est plus triste encore, c'est le nombre de boomers qui ont tout eu depuis 45-50 ans. Ces gens-là sont les plus grands défenseurs d'un système qu'ils vont nous laisser, qui est un système complètement dysfonctionnel. Et ça fait mal. Ça fait très, très, très mal. Mais je suis content de voir que dans les boomers, je le dis toujours, boomer n'égale pas la date que vous avez sur votre baptistère. C'est dans la tête. Parce que c'en est un boomer, Christian Dufour. Mais pourquoi il a cette liberté-là? Moi, la raison pourquoi je vais là, c'est que c'est plus fort que moi. Je suis prêt à payer le prix de n'importe quoi pour défendre mes valeurs. C'est pas le cas de tout le monde, puis j'en veux pas à tout le monde, puis c'est normal, on n'est pas tous faits pareil, puis on n'est pas baveux tous de la même manière. Mais Christian Dufour, qui le dit Éric Duhem dans une rencontre privée au début de l'automne, retraité, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de danger pour lui, il n'y a plus de job à perdre. Lui, là, sa vie est réglée. Donc, il s'est dit, moi, je n'ai plus rien à perdre, je parle et je dis tout haut ce que j'ai envie de dire. Et il le fait ce matin, puis il le fait régulièrement dans le journal La Presse. Lui et Joanne Marcotte sont les défenseurs des idées des gens qui écoutent Radio X et de beaucoup de monde au Québec. Donc, une chance qu'on les a parce que ils sont très, très peu nombreux. Mais je dirais que Joanne, c'est un peu ça aussi. Joanne puis Denis forment une équipe extraordinaire, puis je pense, sans connaître leur compte de banque, mon feeling, c'est que c'est des gens qui ont pas peur, qui arrive quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ils vont perdre la maison, ils vont perdre le REER. C'est normal, c'est normal. C'est Jeff, très normal. Je veux dire, tu penses automatiquement à ta famille, ta maison, tu as une job, c'est normal, c'est humain, mais il y a un lien direct dans ce que tu dis. J'ai eu cette discussion-là quand ça a commencé à brasser, puis que j'ai vu les attaques sournoises que le gouvernement était prêt à faire aider des médias.
Tu sais, c'est arrivé plus qu'une fois, là. Nous tenir responsables de la mosquée, nous tenir responsables. Hey, à un moment donné, il y a des cas qui explosent. Ils ont explosé dans toutes les régions du Québec, mais c'est la première région où c'est arrivé, c'est Québec. Et ils nous tenaient responsables de ça, sans aucune preuve. Mais c'est les moyens qu'ils ont. Ils sont salauds comme ça. Ils sont capables de le faire. Donc, à un moment donné, quand je sentais cette pression-là, je me suis assis avec ma blonde. J'ai dit, là, j'ai deux choix. J'ai dit, je ferme ma gueule, puis je suis pas moi, puis je protège le 10 ans de carrière qui me reste, ou on sait pas quand est-ce que ça finit, puis ça peut finir demain comme dans 2 mois. Puis ma blonde a dit, ça finira, mais c'est pas vrai que tu vas plier sur tes valeurs. On va s'arranger, puis on va trouver quelque chose, puis on va faire d'autres choses après s'il arrive ça. Ma blonde est forte, là. Ma blonde est forte en jouant. Moi, je m'attendais pas à cette réponse-là, mais elle est forte. Il arrivera ce qui arrivera, puis on verra. Puis je pense que dans le couple, c'est quasiment elle qui est le plus en sacrement par rapport à ce qui se passe. Parce que moi, j'ai comme appris... Je connais l'ennemi, je connais l'adversaire, je sais comment il est, je sais qu'il est prêt à mentir, je sais qu'il est prêt à tout pour arriver à ses affaires, je sais qu'il est prêt à raconter n'importe quoi. Je vais donner un exemple ce matin, avant qu'on parle de bourse avec Jerry et Yann Sénéchal, on va changer l'ordre des affaires. Mais, tu sais, je vois juste, tu sais, on a les chiffres, mais les morts, là, excusez-moi, là, mais les morts, c'est pas de votre faute, là. Les morts, c'est la même chose qu'au printemps, là. Je suis désolé pour les personnes, les familles qui perdent des gens très, 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 très vieux, mais c'est rien de nouveau, là. C'est encore une désorganisation totale dans les résidences de soins pour personnes âgées, les CHSLD, et également probablement une couple de RPA. Mais c'est encore là que ça se passe. Donc ça, portez pas ça sur vos épaules. C'est pas vrai parce que vous avez vu d'autres de vos enfants à Noël que vous êtes responsable de la mort d'une des personnes en ce moment. C'est pas vrai. Les grands responsables d'à peu près tous les décès que nous avons, et c'est pour ça qu'on a plus de la moitié des décès au Canada, alors qu'on est 21% de la population, cette responsabilité-là doit être portée sur les épaules du système. Vous voulez pas le mettre sur les épaules de M. Legault parce que il est PM depuis 2 ans puis ça fait 30 ans de laxisme. Vous avez peut-être raison. Mais il a pas changé la donne pareil en arrivant. La madame Frisé du métro, là, qui fait les annonces de métro, elle a pas changé rien, là. On vit dans et ils ont eu 10 mois pour changer un peu le fonctionnement et justement essayer de protéger les personnes âgées. Ils n'ont pas été capables. Donc, si on compare à BC, si on compare à d'autres endroits où il y en a aussi, il faut le coronavirus, ils ont réussi d'une certaine manière à le faire. On n'a pas réussi. Ça, c'est eux. Mais ils continuent ce matin. Ils continuent hier. Bon, toutes sortes de niaiseries, toutes sortes d'histoires qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. La réalité, c'est que la majorité des régions du Québec, sauf l'île de Montréal, sauf quelques quartiers de Montréal, on devrait avoir nos restaurants ouverts, nos gyms ouverts, les écoles cégep et universités, nos enfants dans les écoles, les secondaires 4-5 devraient être à tous les jours à l'école, nos jeunes devraient faire le sport pour qu'ils puissent continuer à avoir une vie le plus normale possible, nos jeunes devraient voir leurs amis, devrait être capable de jouer en fin de journée dehors à la patinoire en train de s'amuser, de changer les idées. On devrait avoir nos restos ouverts, je pense que je l'ai déjà dit, nos restos, nos coiffeurs. Tous ceux qui ont été fermés, toi, JC, tu devrais être ouvert. Nos magasins devraient être ouverts parce que les chiffres nous disent que la deuxième vague, jusqu'à présent, elle semble pas mal s'estomper et elle s'estompe à la grandeur de l'Amérique, au même rythme. Peu importe ce que vous faites ou vous ne faites pas comme plan de la part du gouvernement, ce sont les mêmes données quand on met les graphes un par-dessus l'autre. L'explication derrière ça, regarde, je la sais pas, mais une chose, on a le data et peu importe où on est, c'est en baisse partout de la même manière. Mais on continue avec l'aide de TVA. Là, on est sur les variantes du virus qui nous arriveraient de l'Angleterre, qui nous arriveraient de l'Afrique du Sud, qui nous arriveraient du Brésil. Allez voir les scores de testing dans ces pays-là. Ils sont eux aussi fortement en baisse. Et si vous fouillez dans la littérature scientifique, un virus, ça se transforme toujours. C'est pas d'hier. Des variantes, il y en a déjà.
et il n'y a rien de nouveau. S'il est plus contagieux, un virus habituellement, ce qu'on nous dit, pour moi je suis pas scientifique, je lis ce que les autres écrivent. Plus il est contagieux, moins il est dommageable, moins il tue. Bon, si c'est ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas un scientifique au monde qui va vous dire en ce moment, ouais, les nouvelles souches là qui ont modifié un peu le virus, c'est pas mal plus contagieux, puis c'est pas mal plus meurtrier. Ce que le PM vous a dit hier, là, fouillez sur... Google nous amène 1000 articles qui peuvent parler de ça, faits avec des spécialistes d'Angleterre, des États-Unis, de partout dans le monde. Ces gens-là arrivent à la même conclusion. On n'a pas ce qu'il faut pour vous dire si ces variantes-là font quelque chose de bon ou de mauvais pour la situation actuelle. On espère que non. Peut-être que oui, mais on le sait pas. Donc, quand il vous dit, ouais, là, faut pas ouvrir, là, parce que là, on sait pas avec le patent la variante britannique ou la variante de l'Afrique du Sud. C'est pas vrai que quelqu'un à la santé publique, lui, au Québec, est capable de vous dire ce matin, oh, il n'y a pas de on va rester ça fermé parce que là, la nouvelle variante qui rentre, elle va tuer beaucoup de monde. C'est pas vrai. C'est des histoires de... Je veux pas dire que dans un mois, ce sera pas le cas. Mais présentement. Ce matin, si on fouille dans la littérature scientifique, il y a rien de ça qui nous montre qu'on doit freaker avec ça. Rien. Mais il s'en va à la TV et il fait peur aux madames parce que on joue beaucoup avec la peur et ça marche avec certains boomers. Il y a beaucoup de boomers. Moi, j'en vois sur mon Facebook des gens qui sont apeurés, qui veulent avoir du monde dans des hôtels 2 semaines. Ils ont peur de tout. Parce qu'ils écoutent LCN, ils écoutent Pierre Bruno, ils écoutent Mario Dumont. Et ils écoutent le PM qui joue cette game-là sans aucune explication scientifique. J'ai tellement hâte que les Québécois soient comme des Français. On a toujours dit, les Québécois sont comme les Français. Ah ouais. Les Français, ils challengent tout. Les Français, tu leur dis, il va y avoir un couvre-feu à 7 heures le soir, à 7h15, sont en train de marcher dans la rue. Nous autres, on est, probablement, Christian Dufour l'a dit ce matin, c'est le retour des curés. Les curés nous disaient quand est-ce avoir des enfants, les curés nous disaient quoi faire et ne pas quoi faire. C'est exactement ce qu'on vit. Mais my God, vous allez comprendre que peut-être pour une génération, c'est là-dedans qu'ils ont été élevés. Bon, ça devrait me toucher aussi, j'ai 53 ans, mais j'ai pas été relié à l'Église, je suis pas allé à l'Église. Mais tous ceux qui sont de 40 ans, de 30 ans, de 25 ans, ils n'ont pas vécu cette ère-là où les curés décidaient pour tout le monde. À un moment donné, pouvez-vous s'occuper de cette tranche de la population-là qui existe? La Terre n'est pas faite seulement, le Québec n'a pas été bâti seulement pour les gens qui sont nés en 1955. Il y a d'autres mondes après vous autres. Vous n'êtes pas seuls dans votre patente. Si vous avez peur, vous avez le droit. Mais restez chez vous. Mais pourquoi demander à mes filles d'être complètement encabanées et d'aller à l'école à distance depuis 1 an et demi? À un moment donné, avez-vous le droit de leur donner un peu? Vous en avez eu de la liberté, beaucoup. Ces gens-là ont eu une des plus grandes libertés des années 70, les années 60, les années 80. Une liberté totale. Donnez un peu de ce que vous avez eu à vos petits-enfants. Pensez un peu à vos petits-enfants. Moi, le combat que je fais là, c'est-à-dire de me battre contre des décisions arbitraires complètement loufoques, je le fais au nom de mes enfants. Moi, je suis capable de prendre des sacrifices. Moi, j'ai pas de problème. Je suis isolé, je fais mes affaires, puis je le fais depuis le début, puis je suis tout ce qu'on me dit. Mais au nom de mes enfants, ça, je vais continuer toujours à questionner. Puis c'est pas vrai qu'on va accepter ce qui a été dit hier à la télévision sans broncher. Les journalistes le font, eux autres. Comment ça que personne se tourne de bord puis va pas scruter la littérature puis parler avec des gens? Souvent, je sais qu'au Québec, en français, on n'a peut-être pas toutes des tops parce qu'on est une petite place puis pour différentes raisons, on n'a peut-être pas de méga spécialistes tant que ça. Mais je veux dire, lâchez le docteur Marquis qui veut nous garder en dedans pour le reste de l'éternité, là. Il est tout même pas tout seul. Allez voir des gens qui vont vous dire, pour l'instant, le nouveau virus, on peut pas vous dire grand-chose parce que on sait qu'il existe. On sait qu'il y a une petite différence. On sait, anyway, il est toujours en train de se transformer, mais on peut pas vous dire s'il est plus contagieux, puis on peut pas vous dire si il va tuer plus. On ne le sait pas, vraiment pas encore. Si vous voulez pas lire des articles scientifiques que j'ai trouvés un matin, allez dans les plus grands médias du monde, si vous les trustez encore. USA Today, Time Magazine,
eux autres vont voir des gens qui publient des articles dans des revues de médecine. On parle de gens qui sont au-dessus de M. Arruda et tout ce que tu veux au niveau de leur CV. Et ces gens-là nous disent, pour l'instant, il n'y a rien pour s'exciter, là. OK, on faut se calmer. Mais c'est pas ce qu'ils font à TV. Parce qu'on dirait que le but ultime, c'est d'exciter tout le monde et de faire peur, et que le but ultime, c'est qu'on soit tous divisés pour qu'eux autres puissent faire ce qu'ils veulent. Tu parles des médecins à télé, Jeff. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un seul médecin à télé? Ils sont une couple, là, l'urgentologue, puis l'autre, il n'y en a aucun qui s'est viré contre la machine. J'ai jamais entendu un médecin à télé dire c'est le système qui est tout croche, c'est pas de votre faute. Continuez à faire bien ça. Marc Lacroix l'a fait. Ah non, oui. Marc Lacroix l'a fait, le docteur Bernier l'a fait. Les deux ont été amenés devant le collège des médecins puis ils se font donner des tapes dessus. Ils se font tasser. Il y a des spécialistes qui l'ont fait. Ma voisine qui est pédiatre l'a fait, mais il a fallu qu'elle mette des gants blancs pour raconter ce qui se passe parce qu'elle veut pas perdre sa job. J'ai quelqu'un qui vient de m'écrire, un pneumologue, travaille 16 heures par jour. Il dit, les crises de masques, je suis plus capable. Les gens qui défendent les masques, ils les portent 15 minutes au Costco. Moi, je l'ai 16 heures par jour d'en face et je pense que ça marche pas, les masques. Pour moi qui dit ça, un pneumologue. OK? Oui. Là, c'est sûr que la gang de journalistes de TVA vont dire, il devrait s'en mettre 3. 3 d'épais. 3, c'est plus safe. Okay. Ouais. Parce que c'est la nouvelle mode, là. Il faudrait s'en mettre 2 et même 3, là. Ouais. Mais il faut respirer, là. À un moment donné. Tu sais, mais ils ont peur de le dire. Il y a la peur ici. Ici, il n'y a aucune place pour le débat. Il n'y a aucune place. Si tu dis pas comme TVA, si tu dis pas comme les gens nés en 55 veulent que tu dises, tu vas devenir rapidement un trou de cul. Donc, je comprends les gens de se fermer à la boîte, puis juste de se parler entre eux autres. Hey, en passant, avant de parler avec Yann Sénéchal, Yann, t'es le bienvenu en passant. Je viens de parler du Doc Lacroix. Juste vous dire, le Doc Lacroix, la business va, puis c'est en dehors de mes lives, parce que je veux vous en parler de même, parce que si jamais, je sais qu'il y a des médecins qui sont écœurés, le privé a besoin de vous, OK? Parce que la business explose. On a besoin de plus en plus de médecins. Et ils ouvrent ce matin, OK? Il dit, il m'écrit à 8 heures, il dit, j'ai vraiment besoin de 2 médecins vite. Il m'écrit 20 minutes après, 3 serait mieux. Donc, 3 médecins et bonus de signature vraiment, vraiment motivant si vous avez le goût de lâcher le système public pour vous en aller avec les cliniques médicales Lacroix qui cherchent des médecins actuellement. Parce que les gens cognent... Fallait pas lâcher, le système va s'effondrer, là. Ouais, mais sauf que les médecins les médecins généralistes en ce moment, ils sont traités bizarrement. Ben oui, je sais. Il y en a qui en ont plein le casse. C'est clair. Il y en a plein le casse. Hey, Yann Sénéchal, t'es le bienvenu. Comment tu vas, mon ami Yann? Ah, ça va super bien. Hey, vite fait, tu te rappelles-tu comment, qu'à l'automne, on nous disait qu'on était indisciplinés? Oui. Puis, c'est le fun, on a des chiffres quand même quand on parle à des gens. Moi, tu sais, je suis bien connecté avec une pharmacienne, puis on s'est amusé à checker ses ventes de médicaments, les antibiotiques pour les enfants. Qu'est-ce que c'est les antibiotiques pour les enfants? Qu'est-ce que ça fait? Ben, tu sais, les enfants qui ont des petites otites, des affaires de même. Oui, les petits virus qui se promènent. Tu sais, les antibiotiques aux bananes. Oui, c'est ça. Oui, fraises, bananes. Au raisin aussi. Oui. Ah non, celui aux bananes, c'était vraiment bon. Mais quand tu regardes les ventes d'antibiotiques dans sa pharmacie, le petit coin de Bellechasse, tout simple, normalement, l'année passée, dans les 3 premières semaines de janvier, elle avait servi 42 prescriptions d'antibiotiques pour enfants. Cette année, guess un chiffre, elle est rendue à combien? 5! 4! T'es pas loin? C'est une baisse de 91%. Fait que là, les Québécois, ils ont pas de génie. Les Québécois sont égoïstes. Les Québécois, c'est des indisciplinés. Puis c'est à cause d'eux autres que le système de santé est sur le cul. Les Québécois, ils font rien. Ils sont à la maison, pognés, enfermés. Arrête donc. Un party de pyjama. Oui, c'est un party de pyjama. ça montre 2 choses. Ça montre que effectivement, les gens sont disciplinés parce qu'à quelque part, ils respectent les consignes. Ils sont pas capables de pogner les maladies qui pognent normalement dans le temps-ci de l'année, première des choses. Puis la deuxième chose aussi que ça montre, c'est sérieusement, là, le système de santé, il est réellement congestionné dans le sens que tous ces gens-là qui n'ont pas été chercher leurs antibiotiques cette année parce qu'ils n'ont pas eu d'otite, ils n'ont pas eu de problème de santé, mais c'est des gens qui n'ont pas été à l'hôpital ou qui n'ont pas été voir leur médecin de famille à quelque part. Là. Il y a quelque chose qui s'est désengorgé dans le système sûrement, là, parce que tout le reste n'a pas eu lieu. Puis la troisième chose qu'on pourrait aussi apprendre de ça,
c'est vrai que le coronavirus, il est contagieux. Il n'y a personne qui peut dire que ce bébête-là n'est pas contagieuse. Parce que les mesures qu'on a mises en place, la distanciation sociale, puis le lavage de mains, ça l'éradique toutes les autres maladies qu'on a normalement. Oui, mais encore là, ça se passe pas mal d'un places gérées par le gouvernement, Yann. Oui, mais oui, c'est sûr. Il est contagieux parce qu'il est contagieux à l'hôpital, puis les malades sont tous là, puis je te ramène sur ton point d'avant. Peut-être aussi s'il était capable... Tu sais, si le système était capable de gérer son staff, puis qu'il n'y avait pas de 16 heures obligatoires, puis que les infirmières n'étaient pas tout en train de craquer mentalement. Hein. Encore hier, je vu un reportage. Là, les infirmières en peuvent plus, ils sont plus capables, le syndicat capote. On l'aurait géré comme tout le monde, cette crise-là. Je veux dire, quand tu regardes nos chiffres qui sont désastreux, je regarde souvent, Jeff, parce que t'es en Floride, là, vous avez bien plus de monde à l'hôpital par 100 000 habitants que nous autres. Là. Ouais, mais le système craque pas. Eux autres, on n'entend pas parler de ça, zéro. Il gère. C'est ça qu'il faut dire. Ça fait combien d'années qu'on parle de mixité de la pratique? Je veux dire, tu sais, l'annonce que tu viens de faire pour le docteur Lacroix, là, de dire, OK, il faut prendre quelqu'un absolument du public puis qui renonce à sa licence RAMQ puis qui peut aller pratiquer au privé. Ça, c'est cave, là. Ça devrait être quelqu'un qui dit, ben, gars, moi, je vais travailler 40 heures avec M. Lacroix puis avec sa compagnie, puis je vais lui donner un 30 heures parce que je suis célibataire, je vais lui donner un 30 heures au service public. Exactement. Ou l'inverse. La mixité de la pratique, c'est ça. C'est de, oui, avoir le système public et tout ça, mais de permettre aux gens de faire de la pratique privée au travers des choses comme ça, parce que c'est ce que les gens comprennent pas dans notre système de santé, c'est que tout est rationné. On rationne de différentes façons. On limite le nombre d'entrées dans les écoles de médecine, parce que à chaque fois que tu sors un médecin de cette école-là, ça coûte cher au système. C'est un des meilleurs systèmes qu'on a pour contrôler les coûts. On oublie de le dire, là, mais c'est vrai. S'il y a une qualité, ce système de santé-là, c'est la capacité de contrôler les coûts. C'est le meilleur système au monde pour ça. Par contre, côté service à la clientèle, on repassera. On n'a pas de service. Au lieu de payer avec notre argent, on paye avec notre temps. Moi, je suis dans un point dans ma vie, j'aime bien mieux payer avec de l'argent que payer avec du temps. Là. Mon temps, je trouve qu'il vaut cher en sacrifice. Là. Moi, attendre 10 heures dans un hôpital ou 15 heures dans un hôpital, c'est pas vrai que c'est intelligent de faire des affaires de même. Ça a des impacts économiques majeurs. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est parfait. Mais il n'y a rien de bon là-dedans. Puis on s'entête à défendre ce système-là. Puis le pire, c'est qu'on l'a d'en face à tous les jours, que ça pète de partout, ça fuit. La gestion du personnel, c'est tout croche. Les employés trouvent pas que leur employeur est sharp. Tu sais, je veux dire... Là, ils n'ont plus de seringues. Là, ils n'ont pas de seringues, puis ils n'ont pas de personnel pour la vaccination massive. Encore une fois, on semble être la gang la plus désorganisée. Comment ça qu'on est désorganisé de même partout? Ben, c'est un monopole. Nomme-moi le monopole sur la planète qui est réputé pour avoir un excellent service à la clientèle, que ses employés sont contents de travailler pour ce monopole-là puis qu'ils sont bien traités. Touche un point, là. Oui, c'est sûr. Regarde, c'est carrément ça. Hey, je sais que le temps passe, mais je veux prendre 5 minutes, OK? Je me prends 5 minutes. Jerry, ton micro est ouvert. Oui. Yann, t'es là. Qu'est-ce qui se passe avec la bourse puis avec des actions comme EB Game ou encore les cinémas AMC, puis là, il y en a d'autres qui embarquent dans le tas. On a Nokia, il y en a d'autres. Il semble y avoir un genre de casino sur la bourse, des affaires qu'on n'a pas vues. En tout cas, de souvenir, Jerry était plus un gars de bourse, puis Yann aussi que moi, mais j'ai pas souvenir qu'il y a eu un party de même à la bourse depuis que je suis ça, depuis 10, 12 ans, 15 ans. J'ai jamais vu ça. Ben écoute, première des choses, tout ce qu'on va dire là, prenez pas ça pour une recommandation, puis vous touchez pas à ça avec une perche de 15 pieds, là. Ça faut tout le temps le dire pour l'autorité de marché financier. Même chose pour Jerry? Même chose. Même chose. Jerry aussi, faut qu'il fasse attention. Il y a beaucoup de choses à faire attention. C'est jamais des recommandations d'achat, jamais. Donc, c'est des sujets qu'on parle, mais là-dessus, il y a pas, on recommande absolument rien. Mais, présentement, il se passe des choses spectaculaires. Spectaculaire, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens ce qui se passe avec GameStop. On va mettre les gens un peu en situation. Une entreprise qui se transigeait aux alentours de 20$ au mois de décembre, une entreprise qui va pas bien financièrement, qui perd de l'argent en 2019, qui perd de l'argent en 2020, dans le monde des jeux vidéo en plus, on s'entend. Alors qu'on est confiné, hein? Exactement. C'est GameStop, c'est 14 000 employés, 5 500 magasins, sont dans 14 pays. Mais, tu sais, on parle de GameStop parce que c'est un brand. Comme je te dis, c'est dans 14 pays dans le monde, mais ici au Canada, il y a EB Games, mais ils ont d'autres brands aussi. Sauf que ce qui arrive, c'est que c'est une compagnie
endettés. Très, très endettés. Donc, c'est du retail, je peux dire. Donc, en ce moment, ils ont même si, on le sait, 2020 a été une année pour le gaming tout à fait extraordinaire, cette compagnie-là qui est un peu archaïque, endettée, qui est tombée, l'action était très, très, très basse. Et ce qui arrive, c'est que les investisseurs, puis ça, Yann va venir m'aider là-dessus, parce qu'à la bourse, il y a 2 mouvements possibles, OK? Le mouvement, on l'achète en espérant que les actions montent, et aussi le contraire, donc on peut vendre en espérant, on m'a dit, que l'action baisse. Donc on parie sur une baisse, si je peux prendre l'expression, ou on parie sur une hausse. Donc GameStop, on va le dire, c'est presque une multinationale du gaming, c'est très très gros comme compagnie, le nombre de magasins puis tout ça. GameStop, ceux qui ne croyaient plus en leur modèle d'affaires, qui croyaient plus, donc ils ont parié, si je peux dire, donc ils ont vendu des actions, ce qui a fait baisser les actions du GameStop presque à 2 piastres, 3 piastres. En fait, compte, la compagnie était en grande difficulté. Mais là, il s'est passé quelque chose d'un peu spécial. Ben ouais, exactement. C'est ce qu'on appelle le short squeeze en réalité, c'est que le mouvement qu'on dit vente à découvert, là, c'est une des transactions qui est complexe en finance, mais si on vous la simplifie un peu, là, disons que Jerry, lui, il pense que c'est une compagnie GameStop qui va toujours aller bien. Donc, lui, il a une position d'achat. Il a acheté cette action-là, puis il la détient depuis longtemps. Moi, j'arrive, je regarde cette compagnie-là aller, puis je dis, c'est de la merde, c'est sûr que ça va crasher. J'aimerais ça parier sur cette baisse-là éventuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir Jerry, puis je vais lui dire, Jerry, je peux-tu emprunter tes actions? De toute façon, tu fais rien avec, t'es dans ton bilan financier, je vais te les emprunter en attendant. Il dit, parfait, il me les prête. Moi, dès que je les reçois, la première chose que je fais, je les vends tout de suite. Fait que là, je reçois de l'argent. Puis là, la banque va me demander de garder cet argent-là dans un compte à côté pour éventuellement payer Jerry. J'y dois son action. Si éventuellement le prix de l'action baisse, c'est là que je vais faire mon gain. C'est qu'à un moment donné, je vais avoir l'opportunité de la racheter beaucoup moins cher, de reprendre l'action, la redonner à Jerry, rembourser ma dette en action, puis garder la différence comme un profit. Fait que ça, des gens qui short, ou ben non, qui vendent à découvert en français des actions, ça arrive quand même assez fréquemment. Puis GameStop était ciblé par beaucoup d'entreprises qui faisaient des shorts sur cette action-là. Le problème que tu arrives, c'est que quand tu arrives puis tu achètes une action, la pire chose qui peut t'arriver, c'est que le prix, il tombe à zéro, mais tes pertes sont quand même limitées à l'argent que tu as mis dedans. Par contre, quand tu fais cette transaction-là de vente à découvert, tes pertes sont carrément illimitées. Ce qui va arriver, c'est que si le prix de l'action commence à monter puis ça va pas dans la direction que tu veux, ben Jerry va arriver, il va dire « Hey, comment t'as mis d'argent de côté déjà pour me rembourser mes actions? Hein, t'en as pas assez, rajoute de l'argent dans ton compte. » Fait que là, plus le prix monte, plus je suis dans une position que là, il faut que je renfloue le compte de cash pour être capable de rembourser Jerry un jour. Fait que là, je commence à prendre l'argent que j'ai dans mon compte de banque, là, je vais vendre des actions que j'aimais, puis là, je prends tous les actifs financiers que j'ai, puis je les liquide pour être capable de renflouer mon compte de banque, puis là, le prix monte, il monte, puis là, j'arrive dans une position à un moment donné que je dis, j'ai plus rien à vendre, je suis plus capable de renflouer mon compte, fait que je suis obligé d'aller acheter vraiment cher cette action-là, la redonner à Jerry, puis dire, je viens de perdre mes culottes dans la transaction, tu sais, j'ai pas été capable de supporter. Ben là, là-dedans, là, il y a des gens qui l'ont fait, ça. Il y a un groupe d'investisseurs qui aurait perdu dans l'histoire de gaming, donc qui s'appelle, le vrai nom en bourse, c'est GameStop. C'est GameStop, le vrai nom en bourse. GME. Donc, il y aurait une firme qui aurait perdu pas loin de 3 milliards en shortant dans les dernières heures, puis qui ont décidé de dire, regarde, là, on sort de là parce qu'on est en train de tout perdre. 3 milliards. Mais là, il y a une autre chose. Ça, c'est des affaires que vous avez pu me raconter il y a une semaine. Ça arrive depuis toujours, là. Mm-hmm. Mais il y a d'autres choses derrière ça. Ben oui. Parce que là, ce matin, là, vous avez, il y a GameStop, mais c'est pas fini, là. Il y a une compagnie qui s'appelle America Great Health qui vient de gagner 202%. T'as AMC, les cinémas, qui ont gagné 171% dans leur journée. Donc, ça veut dire que vous avez mis, mettons, 10 000 $. Vous êtes quasiment sur le bord que ça vaut 30 000. Vous avez GameStop qui a ramassé 111% depuis un matin. Vous avez Nokia qui a 61% de gains. Pas Nokia est à 37. Il y a un autre Nokia, c'est NOKBF. Il y a un autre 70. Il y a des compagnies de même qui se font jumper leur valeur sans nécessairement qu'il y ait de raison. Ça arriverait d'un mouvement de jeunes avec un genre de groupe Reddit. C'est quoi ça? Exact.
Ben, c'est qu'il y a plusieurs gens sont sur des forums de discussion, puis se sentent puissants ces temps-ci. Dans le fond, ce qu'ils ont fait à GameStop, c'est que se sont mis tout ensemble. Puis on parle de plusieurs millions de personnes sur le même forum qui discutent entre eux puis disent là, les gens qui short-sell des entreprises, faudrait les pincer, faudrait y jouer un tour. Si on va se mettre à acheter cette action-là tous ensemble, on est capable de la faire monter, puis les gars vont se ramasser culotte à terre. Fait qu'ils ont été vraiment ciblés des entreprises qui avaient pas beaucoup d'actions en circulation, qui se faisaient shorter par beaucoup des gros investisseurs. Puis ils ont attaqué, si on veut, cette action-là tous ensemble. Fait qu'il y a comme une forme de militantisme derrière ça. Fait que tu te ramasses avec plein de gens qui viennent acheter out of nowhere, pas parce que la compagnie va bien, il y a aucun fondamental là-dedans. Puis là, ils font jacker le prix de l'action dans les airs, puis là, la merde à pogne, puis là, ça attire le reste du troupeau. Il y a plein de gens qui disent, hey, il y a de l'argent à faire ici. Puis là, tout le monde converge sur cette transaction-là. Exactement. Les day traders embarquent dans le bal, parce que les autres, un vrai day traders, lui, quand il finit sa journée à 4 heures, il est liquide, il ne couche jamais avec des actions, mais c'est l'effet aussi multiplicateur, dans le sens, comme Yann a expliqué tout à l'heure, les gens qui ont shorté, à un moment donné, si l'action monte tout le temps, eux autres, il faut qu'ils rachètent leur action pour se sauver le derrière, mais en rachetant des actions plus le mouvement autrement dit un mouvement énorme. Le groupe, ça s'appelle Wall Street Bets sur Reddit. Donc ce groupe de personnes-là qui eux autres se sont mis tout à acheter, plus ceux qui ont eu peur de perdre le culotte se mettent à acheter, plus les day traders qui viennent s'amuser. Là, ça a donné un feu d'artifice presque jamais vu. Il y a une semaine, jeudi en fin de journée, ça valait 39 piastres GameStop et ça l'a monté à 380 au cours des dernières heures. Ah bon? On était à 326 $. Donc, il y a des gens qui, mettons, qui ont dit on met 10 000 piastres. Vendredi passé, ben faites le calcul, ça vaut 10 fois plus. Là, on est dans la phase où est-ce que de tous ces spéculateurs-là, parce que moi, j'ose pas les appeler des investisseurs, c'en est pas. C'est de la spéculation en état pur. De tous ces spéculateurs-là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a encore perdu beaucoup d'argent, là, parce que là, on défonce plein de records avec l'action. Éventuellement, ça va arriver. Si vous pensez que l'action de GameStop va être vraiment, vraiment très dispendieuse dans les prochains jours, relisez le modèle d'affaires, là, puis regardez les états financiers de l'entreprise. Là, vous voyez que l'avenir financier de cette entreprise-là, c'est so-so. Là. Fait que c'est pas tant de l'investissement que du gambling présentement. Il y a beaucoup de gambling sur cette affaire-là. Donc là, il y en a qui sont en train, il y en a là-dedans, même si c'est très risqué, puis c'est un cirque, puis c'est des gens qui s'amusent comme à la bourse un peu, comme pas à la bourse, mais au casino. Là, on voit que le groupe est en train d'essayer de créer d'autres GameStop, là, dont c'est essayé que les cinémas aujourd'hui, ça l'a jumpé pas à peu près, ça l'a triplé quasiment de valeur. Là, comme je vous disais, on a d'autres stocks comme l'American Grand Health qui est là-dedans. Donc là, mais sauf que là, ces gens-là, ces millions de c'est souvent ce qu'on nous dit des millennials. Ben, c'est sûr que là, ça doit être plus... Là, c'est rendu plus large. Là, c'est rendu plus large, mais au départ, ça l'était. Mais là, on voit qu'ils essayent de recréer ça, puis ils vont se disperser sur quelques stocks ailleurs. Mais là, ils vont perdre leur force, justement, à essayer de recréer ça partout. Là. C'est ça qui risque d'arriver. Oui, parce que c'est le genre d'affaire qui est spectaculaire, qui marche une fois, 2 fois, 3 fois. OK, fair enough. Fait que là, il y a une armée d'investisseurs spéculateurs, disons plus spéculateurs, qui arrivent là puis qui disent, hey, à toutes les fois que ce groupe-là va d'une direction, il y a de l'argent à faire. Fait que là, il y a une armée qui va se mettre à les suivre, puis le groupe va prendre de la confiance aussi, va se mettre à cibler de plus en plus d'entreprises. Puis à chaque fois qu'ils vont éparpiller leur firepower, si on veut, ben ils vont perdre en efficacité, puis éventuellement ça va s'estomper. C'est comme ça que les marchés finissent toujours par s'équilibrer. Mais là, avec GameStop, là, c'est bien beau, là, il y a des gens qui ont fait de l'argent, mais dans quelques semaines, ce qu'on va se rendre compte, ça fera pas les nouvelles. Il y a des gens qui vont perdre du cash, puis pas à peu près, là. Ceux-là qui vont aller acheter en haut... Avez-vous déjà vu ça, les deux? Ce qui se passe en ce moment, est-ce que c'est... Je comprends, là, les réseaux sociaux, la possibilité de se mettre en gang, ce qu'on n'avait pas avant, les bots, donc tous les robots qui font les transactions au millième de seconde et tout ça. Je comprends qu'on est dans un autre univers. Mais on s'entend qu'on n'a jamais vu ce genre de patente-là, là.
Pour moi, c'est du jamais vu de cette ampleur-là. Dans le temps où c'est pas tout le monde qui avait... Moi, je surveille la bourse depuis 1994, donc j'étais un peu un vieux de la vieille. Mais la fin, c'est que dans le temps, on s'entend-tu que c'est pas tout le monde qui avait Internet, hein? En l'an 2000, c'est une statistique à retenir, 50% des gens avaient Internet à la maison. Il y avait pas de téléphone intelligent, donc c'était une autre époque. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y avait des genres de petites bulles comme ça, des genres il y avait ça un peu comme des pump and dump. Donc, les gens s'arrangeaient sur des forums de discussion pour essayer de faire grimper, mais c'était comparé à aujourd'hui ou comparé à ce qu'on vit présentement, c'était c'est une autre patente, là. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est un spectacle, là, c'est un feu d'artifice, là, qui arrête pas, là. Mais là, il semble être sur Nokia. Je pense que Nokia a 2 types d'actions sur la bourse. Donc, il semble être sur les 2 Nokia. Les gens qui surveillent les comptes Reddit en question disent qu'effectivement, ils sont en train d'essayer de faire la même chose. Donc là, ils ont pris le cinéma. Donc, AMC, on s'entend que cinéma, entre vous et moi, là. Je comprends qu'ils ont eu un financement pour essayer de survivre jusqu'à la fin de l'hiver. Ils ont eu 100 millions. Mais on sent, c'est plus que ça. Je pense qu'ils ont eu pas loin d'1 milliard, ouais. Mais on s'entend que AMC, les cinémas, il y a des risques que ça disparaisse. Et là, l'action explose sans raison. Mais complètement mais malade. c'est ça, l'affaire, c'est que ça n'a aucun rapport en tant que tel avec la compagnie. Est-ce que cette compagnie-là est très, très shortée? Et si elle est très shortée, ben justement, si on réussit à faire grimper l'action, on va faire peur à ceux qui ont shorté. Et là, il y a l'effet, comme je te disais tantôt, il y a l'effet que ceux qui achètent et ceux qui ont peur de tout perdre. Donc, tout le monde est à l'achat et c'est ça qui explose. Juste pour te dire, pour Nokia, présentement, le stock, à la seconde où je te parle, est à 6,80. Mais on peut saluer la personne qui n'a acheté à 8,80 il y a quelques heures. Il est déjà 2 piastres en bas. Donc, l'affaire, c'est que lui qui a acheté à 8,80 présentement, s'il n'a acheté 1000 à 8,80, ben, il y a un 2000 qui vient de s'effacer dans sa tête. Donc, lui, il faut qu'il attende son tour. Est-ce qu'on est dans une bourse qui a complètement perdu la tête depuis le crash du coronavirus? Est-ce qu'on commence à avoir une bourse qui est à checker avec des bulles un peu partout puis qu'on pourra avoir une correction boursière parce qu'il commence à avoir de l'abus? Ben honnêtement, moi depuis 2017, on sent plusieurs choses en bourse qui font en sorte que il y a des bulles qui se créent effectivement, sauf que ça a toujours été des bulles sectorielles. T'sais, 2017, c'était vraiment le Bitcoin qui attirait l'attention. 2018, ça a été le pot au Canada. Pendant tout ce temps-là, t'as les big techno américaines, t'as l'histoire de Tesla en 2020. Puis en 2020, en fait, il y a beaucoup d'histoires qui est arrivées, mais ce qui est arrivé aussi, c'est que tout l'argent qui a été imprimé a fini par se ramasser en bourse. Parce que les gens pouvaient pas la dépenser. Les gens, même les gamblers, là, qui normalement jouaient dans les casinos, les affaires de même, ben, se sont ramassés à essayer de gambler autrement, d'une certaine façon. Fait que une grosse partie de l'argent à eux aussi. Ben, se sont amusés un peu dans le tu as parlé de Bitcoin. Le Bitcoin, dans le temps des fêtes, a jumpé comme ça se peut pas. Exact. Donc, il y a beaucoup de gens qui essaient de recréer un genre de casino Vegas sur les bourses. Mais ça, c'est pas dangereux. Mettons que j'étais à 2 ans de ma retraite. Puis que je commence à être... Non, mais même j'ai des stocks un peu, j'étais à la bourse. Est-ce que je tourne ça en cash? Est-ce que je mets ça dans des fonds plus safe, dans des obligations? Je fais quoi, là, quand tu sens que ça commence à chauffer pas mal? Honnêtement, l'affaire, c'est que les bulles qu'on voit sont encore sectorielles. C'est pas l'ensemble du marché qui est cher. Sérieusement, quand tu grattes un peu, tu te rends compte que tu as beaucoup de secteurs dans le marché financier qui est encore très peu dispendieux. Tu penses à des banques américaines, entre autres, des titres énergétiques. C'est pas si cher que ça. Tu t'en vas en Europe, les titres européens sont pas si chers que ça. Il y a pas d'indicateur de bulles aussi fort que ce qu'on voit aux États-Unis dans le secteur technologique ou dans ces stocks-là qu'on vient de parler, là, qui sont carrément attaqués par un forum de discussion. Donc, il y a sur la grande liste qu'on a à cocher pour savoir est-ce qu'on est dans une bulle présentement, il y a effectivement plusieurs cases qui sont cochées présentement, mais pas au point de dire que c'est généralisé à tous les secteurs économiques, ce qui fait en sorte que tu devrais être en cash de ton côté. Les gens qui fouillent... Donc, tu t'en vas plus vers des banques, tu t'en vas plus vers, tu disais, l'énergie, toutes ces choses-là, tu t'en vas dans des secteurs moins à risque, c'est ça?
Ben, je sais pas qu'ils sont moins à risque, c'est juste qu'ils sont pas soumis à cette pression-là qui vient des jeunes investisseurs qui sont très, très, très enthousiastes et qui seraient prêts à emprunter l'argent de leur belle-mère pour investir. Là. Sur TikTok, là, mes filles m'ont parlé d'investir. Là. Est-ce que ça vient de Robinhood, l'application pour les jeunes qui fait que les jeunes mettent de l'argent maintenant sur la bourse? Puis mes filles ont 16 et 18 ans, elles sont arrivées avec ça cette semaine. Alors, on aimerait ça investir à la bourse, on aimerait ça que PA nous raconte comment faire. C'est sûr que ça vient de TikTok et ça vient de Robinhood. C'est clair que oui, là. Ah, ça a clairement un impact. Écoute, je vais te raconter vite fait l'histoire d'un de mes policiers qui me disait cette semaine, lui, depuis 2015, il trade en bourse, puis il a du fun à faire ça, puis le gros de son argent, c'est moi qui s'en occupe pour lui, mais il s'amuse avec 10-15% de son cash sur les bourses. Puis il dit, j'ai tout le temps été tout seul, où on était 2 ou 3 au poste à trader, puis à s'en jaser entre nous autres, puis c'est tout. Mais il dit là, présentement, tous mes collègues se sont ouverts un compte d'investisseur cette année. Là. Ils ont tous commencé à trader après le 23 mars, là, ils ont tous commencé à avoir du fun dans leurs affaires, puis il dit, ils font des profits de fous, mais c'est moi qui passe pour grand-père dans la place à leur dire que c'est pas normal ce qui se passe présentement. Là. Yes. Merci Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Thank you à Jerry. On fait une pause, on vient dans un instant. Jeff Fillion. Radio X.